Lorsqu'en conduisant, je ressens les premiers signes de la fatigue, il est préférable de s'arrêter. Réponse A. D'accélérer pour réduire le temps de trajet. Réponse B. De continuer prudemment. Réponse C. La fatigue est en cause dans près de 10% des accidents mortels. Elle peut avoir des origines diverses, liées au véhicule ou à l'environnement, ou tout simplement au conducteur. Dès que les premiers signes se font sentir, picotement des yeux, paupières lourdes, bâillements, énervement, il faut s'arrêter, même si on est près de chez soi. Une pause de quelques minutes permet de récupérer une bonne partie de ses capacités et surtout, elle évite de s'endormir. Réponse A. Les zones de danger potentiel sont en A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. D. Réponse D. Voici une situation de conduite avec un flot important d'informations à traiter. En zone A, les piétons s'approchent pour traverser. C'est un danger, je vais devoir m'arrêter. En zone B, personne ne descend du bus, car il quitte son arrêt. Il n'y a pas de danger. En zone C, les piétons ont fini de traverser. Ils peuvent rebrousser chemin. C'est un danger, je surveille. En zone D, il y a un véhicule à l'arrière qui n'a peut-être pas vu les piétons. C'est un danger, je surveille. Les zones de danger potentiel sont A, C et D. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'éteins le clignotant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque plusieurs voies permettent d'aller dans la même direction, il est important, dans la mesure du possible et sauf restriction particulière, de se placer dans la voie la plus à droite et de s'y tenir. Mais ce n'est pas tout. L'usage des clignotants permet une bonne communication de ses intentions. Un bon placement signalé correctement et à temps évite de nombreuses incohérences et manœuvres dangereuses entre les usagers. Réponse A et D. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un fort ralentissement se produit devant moi. Personne devant n'a allumé les feux de détresse pour me prévenir. Derrière, des véhicules arrivent sur la voie de gauche et d'autres au loin. Je dois absolument faire fonctionner les feux de détresse pour attirer l'attention sur le ralentissement inattendu. Réponse A. Je contrôle le niveau d'huile de mon véhicule. Avant chaque utilisation. Réponse A. Régulièrement. Réponse B.
Le contrôle du niveau d'huile ne se fait pas avant chaque utilisation de son véhicule, sauf si par exemple il a été immobilisé plusieurs mois. Ici, on entend par utilisation un usage quotidien. Or, dans ce cas de figure, contrôler son niveau d'huile régulièrement veut dire environ une fois par mois. Pour ce faire, moteur froid, il suffit de tirer la jauge sur laquelle sont inscrits des repères mini et maxi et d'en ajouter s'il en manque un peu. L'important est que le niveau ne descende pas trop bas. Si tel était le cas, il faudrait plutôt demander l'avis de votre garagiste. Réponse B. Je mets le clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le clignotant est l'un des rares outils de communication du conducteur envers les autres usagers. Il permet, lorsque l'on souhaite dépasser, de prévenir les usagers derrière soi, mais aussi les usagers devant soi. Ici, un véhicule me suit. Le conducteur n'a certainement pas décelé le piéton devant moi. Je le préviens de mon futur écart. Réponse A. Un trajet en ligne droite favorise la somnolence. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Accélérer permet de se tenir éveillé. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsqu'on circule toujours dans le même environnement, la conduite devient monotone. C'est particulièrement vrai en ligne droite ou sur autoroute. Cela entraîne une perception faible du danger chez le conducteur qui alors se relâche. Moins de vigilance, mais plus de somnolence qui peut être plus forte si le conducteur est déjà fatigué ou a une dette de sommeil. Quel est le remède le plus efficace pour lutter contre la somnolence? Sûrement pas d'accélérer, puisque cela produira l'effet inverse. En effet, circuler à vitesse soutenue demande un effort de concentration, donc plus de fatigue, ce qui accélérera l'état de somnolence. La solution la plus sûre est de s'arrêter et de faire une pause. Réponse A et D. Derrière la voiture, je peux stationner. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. M'arrêter. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Des panneaux peuvent interdire l'arrêt et le stationnement. Mais le marquage au sol peut avoir la même fonction. La ligne jaune continue peinte sur le trottoir remplit ce rôle. Elle signale au conducteur que l'arrêt et le stationnement sont interdits à cet endroit. Réponse B et D. Je klaxonne et je passe. Réponse A. Ou je m'arrête. Réponse B.
Depuis quelques mètres, je longe la zone de travaux. J'ai donc adapté l'allure et je fais preuve de vigilance parce que je sais que les ouvriers sont absorbés par leur travail. En arrivant à proximité de ce camion, j'ai été surpris par l'ouverture de sa ridelle. Dois-je m'attendre à une coulée de sable ou de gravier? Dans le doute, je m'arrête afin d'observer l'évolution de la situation. Réponse B. Je klaxonne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je suis en agglomération, le trafic est dense et je côtoie différents usagers. Mon véhicule est arrêté en circulation car un peu plus loin, l'intersection est gérée par un feu tricolore actuellement rouge. Un piéton a décidé de traverser en dehors du passage pour piétons, ce qui reste imprudent car des deux roues pourraient remonter les fils. Même si ce piéton prend un risque de traverser en dehors du passage piéton, le klaxonner ne servirait qu'à lui faire peur. Il est d'ailleurs en train de chercher à voir si des véhicules arrivent sur sa droite. Je ne klaxonne pas. Réponse B. Ce véhicule transporte des matières dangereuses. Réponse A. Des produits laitiers. Réponse B. Je dépasse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les véhicules transportant des matières dangereuses doivent porter une signalétique spécifique afin d'être facilement et rapidement identifiables au milieu de la circulation. Ce camion porte une plaque orange qui est le signe distinctif d'un transport de matières dangereuses. Les chiffres du haut indiquent la nature du danger et les chiffres du bas le type de produit transporté. La vitesse de ce véhicule sur autoroute est limitée à 80 km/h. La circulation est fluide et rien ne s'oppose au dépassement. J'anticipe et je dépasse maintenant. Réponse A et C. L'automobiliste va surprendre le cycliste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le cycliste risque de faire un écart. Réponse C. Chuter. Réponse D. Il est important d'admettre et de se souvenir que toutes les catégories d'usagers cohabitent sur l'espace public, aussi bien sur la chaussée que sur les trottoirs. Ce n'est pas parce que cet automobiliste se stationne que toute la circulation s'immobilise avec lui. Il est donc impératif de contrôler le rétroviseur extérieur et de se retourner pour vérifier que l'ouverture de la portière ne gênera personne. Le cycliste risque effectivement d'être surpris, car il se trouve à proximité immédiate de cette voiture. Par réflexe, il peut faire un écart plus ou moins important et selon son âge et la maîtrise de son vélo, il peut aussi chuter. Réponse A, C et D. Le régulateur adaptatif est enclenché. Au vu de la circulation, je le désactive. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il existe deux types de régulateurs. Le premier, d'une conception plus ancienne,
permet de programmer une vitesse de croisière. Quelles que soient les conditions de circulation, il maintient la vitesse programmée. Il ne faut donc pas l'utiliser dans une circulation dense, ni dans des conditions d'adhérence médiocres. Le second comporte une évolution non négligeable. Il donne la possibilité de maintenir une vitesse choisie, appelée vitesse de régulation, réglable de 50 km/h à 130 km/h, tout en gardant une distance de suivi et de sécurité avec le véhicule qui précède sur la même voie de circulation. En cas de rapprochement des véhicules, il modifie automatiquement la vitesse. Bien que plus évolué, il ne faut pas l'utiliser non plus sur sol glissant. Le régulateur adaptatif est enclenché. Au vu de la circulation qui est dense, je ne le désactive pas. Réponse B. Je m'arrête avant la ligne. Réponse A. Au niveau du feu. Réponse B. J'arrive à hauteur d'un feu rouge. Je dois donc m'arrêter. Ici, deux lignes matérialisent l'endroit où s'arrêter. Celle-ci, à l'aplomb des feux tricolores, et celle-là, en retrait des feux. Entre ces deux lignes, une figurine représente un cycliste. Il s'agit en fait d'un sas de sécurité destiné à recueillir les cyclistes qui voudraient tourner à gauche de manière à ce qu'ils se placent correctement avant d'entreprendre leur manœuvre. Les automobilistes qui veulent tourner à droite doivent laisser passer les cyclistes qui voudraient continuer tout droit. Je m'arrête donc avant la première ligne. Réponse A. La formule autopartage inclut les coûts d'assurance. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De carburant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'autopartage permet de mettre à disposition des véhicules adaptés aux besoins des personnes. Effectivement, le coût d'entretien d'un véhicule à l'année est important. La voiture dont on se sépare ou que l'on évite d'acheter grâce à l'autopartage est aussi celle que l'on n'utilisera pas pour effectuer des trajets que l'on peut réaliser à pied, à vélo ou en transport en commun. En fonction de mon style de vie et de mes choix de mode de transport, l'autopartage est une formule qui peut être intéressante. Effectivement, les formules commerciales de l'autopartage comprennent le coût global d'un véhicule, y compris assurance et carburant, au prorata de son utilisation. Réponse A et C. L'avertisseur de changement involontaire de fil peut agir sur le système de freinage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la direction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un conducteur inattentif, fatigué ou qui partage son attention entre la route et la conversation au téléphone peut changer de voie involontairement. Cette déviation peut avoir de graves conséquences. Les constructeurs de voitures, toujours soucieux de la sécurité des usagers, ont inventé un système de surveillance de la trajectoire. Il se compose, entre autres, d'une caméra qui détecte le franchissement de ligne et avertit le conducteur grâce à différents procédés. Un témoin lumineux peut s'afficher au tableau de bord. Un signal sonore peut retentir. Le volant ou le siège peuvent vibrer. Ces dispositifs peuvent être couplés entre eux. Sur certains modèles haut de gamme, en plus d'alerter le conducteur,
le véhicule redresse de lui-même la trajectoire. L'avertisseur de changement involontaire de fil peut donc agir sur le frein et la direction. Réponse A et C. Je termine le dépassement, réponse A, ou je me rabats derrière le véhicule, réponse B. Les panneaux d'indication informent d'un rétrécissement de la chaussée sur la gauche dans 400 mètres. À 90 km/h et en roulant 20 km/h au-dessus du véhicule à dépasser, j'aurai besoin d'une distance d'environ 250 mètres. Ici, je suis déjà déporté et la distance restante à partir du panneau devrait me permettre de finir le dépassement et de reprendre ma place sur la chaussée sans problème. Réponse A. Rouler avec des pneus sous-gonflés augmente la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le risque d'éclatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque les pneus sont sous-gonflés, le moteur va devoir fournir davantage d'énergie pour permettre l'avancement du véhicule. Cela va alors se traduire par une consommation plus importante de carburant. De plus, sous-gonflés, ils vont avoir tendance à s'écraser, à se déformer. Cela va provoquer un échauffement à chaque tour de roue. À terme, cela va pouvoir provoquer l'éclatement du pneumatique. Pour éviter cela, il est conseillé de vérifier la pression des pneus tous les mois. Réponse A et C. Ce piéton est prioritaire? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je lui cède le passage? Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette personne s'engage visiblement dans la traversée de cette rue à sens unique alors que les feux sont au vert et en dehors du passage piéton situé à une dizaine de mètres sur sa droite. En outre, je suis sur le point d'être dépassé par une voiture que ce piéton pourrait ne pas apercevoir si toutefois je m'arrêtais devant lui. Il n'est pas prioritaire et je ne lui cède surtout pas le passage. Je peux klaxonner. Réponse B et D. En appelant les secours avec cette borne, je serai localisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'une borne SOS est présente, son utilisation est plus que recommandée en cas de panne ou d'accident pour appeler les secours. En effet, ces bornes sont toutes équipées d'un numéro qui permet à l'opérateur de savoir d'où vous appelez. Vous êtes ainsi localisé. Après votre appel, attendez le dépanneur derrière la glissière de